Bonjour à toutes et à tous. On va commencer la conférence. Je pense qu'il y en a qui nous rejoindront, mais on ne va pas perdre de temps. Merci à tous d'être présents sur cette dernière conférence du Forum Sport et Territoire, avec l'intitulé suivant des jeux paritaires, de jeux paritaires à un sport mixte et égalitaire, avec notamment 2 temps lors de cette conférence. Et différents intervenants que je remercie d'ores et déjà d'être présents aujourd'hui. Très rapidement, un petit mot pour ceux qui ne connaissent pas le forum Sport et Territoire organisé par l'association Sport et Territoire, donc une association qui existe depuis 1993 et qui est en fait un réseau de techniciens et de professionnels du sport, notamment issus des collectivités territoriales, mais également du mouvement sportif, avec un objectif en fait, c'est de se réunir pour réfléchir un petit peu sur les actions, le développement, de un petit peu se challenger et de regarder un petit peu les évolutions des besoins dans le cadre des politiques publiques et sportives et comment on peut faire évoluer un petit peu avec les nouvelles aspirations du public, des pratiques. Et donc on essaye avec Sport et Territoire de faire un peu un pas de côté, de prendre un petit peu du recul par rapport à notre quotidien pour essayer de réfléchir un petit peu sur différentes thématiques et différentes problématiques. Et donc il y a eu un cycle de conférences depuis ce matin, et donc aujourd'hui on est un petit peu sur le sport, la mixité et l'égalité. Et je laisse la parole à Stéphanie. Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, pour conforter un petit peu les propos d'Antoine, c'est vrai que Sport et Territoire, on est un petit peu de décloisonner les compétences, c'est-à-dire qu'on a un réseau de techniciens et puis on va essayer de confronter un petit peu nos compétences et nos savoirs pour arriver à répondre à des problématiques ou à des enjeux du sport dans les territoires et essayer d'alimenter un petit peu les réflexions des élus et des décideurs. Alors pourquoi cette thématique de jeu paritaire à un sport mixte et égalitaire? Tout simplement parce que la parité dans le sport est plus que jamais d'actualité, avec l'application des directives de la loi de démocratisation du sport, mais on y reviendra. Et donc je voudrais pas revenir, mais on l'a peut-être aussi un petit peu à l'esprit, le triste témoignage de Sarah Amanouche il n'y a pas très longtemps. Et donc voilà, on s'est un petit peu interrogé sur la réelle place des femmes dans le sport aujourd'hui, d'où cette première séquence sur un état des lieux de la pratique sportive. Et je vais passer la parole dans un premier temps à notre première intervenante. Donc voilà les différents intervenants qui seront parmi nous aujourd'hui, donc sur ces 2 séquences, sur la pratique sportive, mais aussi sur la féminisation à la fois des instances et des métiers du sport. Donc je passe tout d'abord la parole à Tess Armand, la directrice de la Fondation Alice Milla, pour faire un petit état des lieux. Est-ce que c'est bon? Super. Lourde tâche que de faire un état des lieux en 8 minutes sur la situation actuelle. Donc comme l'idée là c'était donc juste pour me présenter rapidement, donc on parle de Fondation Alice Milla et d'association Alice Milla. Donc nous ce qu'on fait en fait c'est que l'association a été créée en 2015, la fondation en 2016. Le but c'est d'œuvrer pour un sport plus inclusif en termes de genre, et donc de créer des actions et des contenus, des événements pour atteindre ces objectifs. Si on existe clairement, c'est qu'il y a aussi encore beaucoup de choses à faire, malheureusement. Mais donc, en 2 mots, pourquoi Alice Milla? Parce qu'en fait, c'est une femme qui a milité pour que les femmes puissent accéder à toutes les pratiques sportives il y a un siècle. Et comme ça a été dit, on a atteint une parité sur la participation des Jeux Olympiques cette année. Et les Jeux Paralympiques ont été les plus féminisés de l'histoire aussi en 2024. Donc ce qui est quand même un gros objectif qui a été atteint, même si on n'est pas encore à la parité. Et nous, on a à cœur de continuer à impulser des actions en ce sens. Et Alice Milla donc, fait partie de celles qui ont œuvré pour que ces objectifs puissent être atteints, mais dès il y a un siècle. Évidemment, c'est un long chemin. Et moi, je voulais revenir sur pas mal de chiffres aujourd'hui pour dresser un petit peu un état des lieux, donc voilà, qui va être très sommaire et synthétique, mais tout d'abord un rappel historique qui est aussi fait à travers ce parcours d'Alice Milla qui n'a pas été sans embûche, mais en fait rappeler qu'en fait le sport
il a été tout d'abord construit par les hommes et pour les hommes. On parle de maison des hommes. C'est Béatrice Barbus qui emploie souvent cette formule qui a été employée par une sociologue avant elle. Et en fait, pourquoi c'est important de le dire? Parce que en fait, il y a tout simplement déjà un retard d'intégration, en fait, tout simplement, d'accueil des femmes dans le milieu sportif, que ce soit au niveau de la pratique, au niveau des instances dirigeantes, au niveau du corps arbitral, de l'encadrement. Donc c'est déjà important de le rappeler puisque, comme je disais tout à l'heure, ce sont des choses qui mettent vraiment du temps à se mettre en place. Donc un rappel de date un petit peu historique. Si on repart plus, si on dézoome, pas forcément que sur le sport, mais aussi en général, 1975, il y a la loi Haby, donc sur la mixité en milieu scolaire, mais qui du coup va aussi vraiment impulser cette obligation, en tout cas, d'avoir les cours de PS en mixité. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, je pense qu'on aura des commentaires un peu plus précis sur le PS, mais du coup, c'est relativement tard par rapport au début de l'intégration aussi de certaines disciplines aux Jeux Olympiques, mais même de certaines compétitions sportives pour les femmes. 1991, on a le Comité international olympique qui oblige toute nouvelle discipline intégrant les Jeux Olympiques à proposer des épreuves pour les femmes. Donc 91, encore une fois, c'est relativement tard. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est toute nouvelle discipline. C'est-à-dire que les disciplines qui faisaient déjà partie des disciplines proposées aux Jeux Olympiques, elles n'avaient finalement pas cette obligation. On le voit avec la boxe qui fait partie des épreuves des Jeux Olympiques depuis très longtemps, n'a proposé des épreuves pour les femmes qu'à partir de 2012. Donc ça, c'est pour donner un petit peu des exemples des exemples par rapport à l'évolution des lois, etc., en tout cas des régulations aussi au niveau des instances sportives. Pour faire un petit bilan au niveau des chiffres des licences actuelles, donc les derniers chiffres qui ont été partagés sur l'année 2022-2023 dressent donc voilà une petite évolution, une petite augmentation en termes de licences pour les licences féminines. Donc on est sur 38,65%. On tournait autour des 38% avant, donc c'est léger, mais c'est quand même, ça va quand même dans le bon sens. Par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en fait, quand on regarde de plus près sur la typologie des fédérations finalement dans lesquelles on a plus de licences féminines, plus de licences masculines, sur les fédérations olympiques, on est autour de 33%. Donc un petit peu en dessous, mais on reste autour de ces pourcentages-là. Sur les fédérations délégataires non olympiques, on est à 31,18%. Et en fait, là où il y a énormément plus dans l'autre sens, c'est sur les fédérations affinitaires, donc tout ce qui va être fédération multisport. Par exemple, on a la FSJT, l'UFOLEP, la FFCO. Donc là, on est sur 63,19%. Et en fait, finalement, on voit qu'il y a des déséquilibres comme ça par typologie de fédération. Mais aussi, quand on va creuser un peu plus loin, quand on revient sur les fédérations olympiques ou paralympiques, on va avoir aussi des différences importantes selon les disciplines. Donc, même si, en fait, aujourd'hui, techniquement, tous les sports sont ouverts aux jeunes filles, aux femmes, comme aux garçons, aux hommes. On voit qu'on a encore des disciplines qui sont fortement pratiquées par les hommes, fortement pratiquées par les femmes. Donc c'est le cas par exemple du foot qui reste à 90% environ pratiqué par les hommes. Et on est sur des quantités de licences très importantes. Et à l'inverse, on va avoir la gymnastique, donc très fortement pratiquée par les femmes. Donc ça fait finalement quand même des grosses disparités. Et à ces chiffres-là, j'aimerais mentionner, même si on s'éloigne un peu plus de la pratique, mais c'est pour nous en tout cas des informations importantes à prendre en compte sur la médiatisation.
il y a un chiffre qui revient souvent. Sur les années 2018 à 2021, la moyenne de médiatisation de compétitions sportives féminines et exclusivement féminines, pas mixtes, il est autour de 4% entre 2018 et 2021. Alors évidemment, c'est à prendre avec des pincettes puisque il y a eu le Covid sur cette période-là. Mais il y a eu aussi en 2019 la Coupe du monde féminine de football. Donc en fait, finalement, il y a eu un gros événement sportif qui a été très médiatisé en France. Et après, évidemment, il y a eu cette période de creux avec le Covid. Il n'y a pas encore les chiffres pour l'instant de 2022-2023. Sur la partie dirigeante des fédérations, on est actuellement à 3 fédérations présidées par des femmes sur les 40 fédérations olympiques, paralympiques. On est actuellement, comme c'était mentionné, dans une période d'élection fédérale, donc qui est aussi assez cruciale par rapport à ça. Et un chiffre qu'on mentionne moins souvent, mais c'est sur l'arbitrage. Donc on est à environ 30,5% de membres du corps arbitral qui sont des femmes. Donc ça englobe à la fois les arbitres principales, mais aussi ça peut être les officiels qui vont être plus sur un aspect technique, sur les terrains, le commentaire. Ça englobe vraiment plusieurs fonctions. Donc voilà, tout ça, c'est beaucoup de chiffres, mais en fait, ce que moi je voulais souligner, c'était montrer que malgré... En fait, il y a beaucoup d'évolutions positives aussi. Sur les dernières années, en fait, c'est les licences féminines qui font que le nombre de pratiquantes sportives augmente. Ce qui est dommage, c'est qu'en fait, il y a aussi une baisse de certains pratiquants. Donc, il y a moins de licences masculines dans certains sports. Mais il y a aussi donc un peu ce côté, l'avenir, finalement, c'est qu'on a une augmentation des licences féminines, et ça, c'est très positif. Si on part du cadre hors fédéral, en fait, tous les sondages qui sont faits sur le nombre de fois où on pratique du sport sur la semaine, sur le mois, en fait, les femmes et les hommes pratiquent à peu près à la même régularité du sport, sauf qu'en fait, parfois, ça ne va pas être pris en compte dans le cadre fédéral, puisqu'elles vont avoir plutôt une pratique autonome, donc que ce soit de la course à pied ou faire de l'exercice chez soi. Donc, ça c'est une première chose, mais ce qu'on essaye de faire comprendre aussi, enfin de montrer avec l'association, la fondation, c'est que en fait ouvrir les pratiques sportives de manière mixte et égalitaire, ça ne va pas forcément de soi, et donc ça nécessite aussi pas mal de pistes de réflexion et de travail. Je voulais mentionner une étude qui avait été faite par Tess Howard, et c'est pas parce qu'elle porte le même prénom de moi que je la mentionne. C'est une ancienne hockeyeuse anglaise en fait qui a fait une étude sur l'impact des uniformes dans le cadre sportif au niveau scolaire, et qui montrait qu'en fait c'était la cause de 70% d'abandon en fait de l'activité sportive. Donc évidemment c'est dans un cadre particulier en Angleterre, où voilà, il y a, dans certaines écoles, il y a des uniformes, etc. Mais ça montrait vraiment aussi l'impact que le vêtement peut avoir sur la pratique sportive, que ça peut être une vraie gêne et mettre mal à l'aise les pratiquantes. Et on le voit encore aujourd'hui dans les compétitions, qu'il y a beaucoup de débats sur le vêtement sportif, que pendant les Jeux aussi. Donc c'est une piste peut-être aussi à travailler. Aussi sur le fait que on a aussi le volet de la sensibilisation, nous, qu'on met souvent en avant, sur le fait que c'est, comme je disais, la mixité, ça ne va pas forcément de soi. Et je pense que sur le volet EPS, ce sera aussi peut-être un petit peu travaillé. Je voulais juste vous mentionner rapidement un projet que nous, on a voulu développer cette année sur ce constat que dans les cours de récré, dans l'école, c'était difficile parfois que les filles et les garçons jouent vraiment ensemble et puissent s'amuser. On a développé un projet avec l'ONG Play International,
on a fait tout un cycle d'intervention dans 6 classes sur 3 écoles différentes en région parisienne, avec à la fois leur faire prendre conscience de l'historique de l'évolution d'accès au sport pour les femmes, et en même temps les faire réfléchir eux-mêmes à des règles qu'ils voudraient mettre en place pour favoriser le collectif dans la cour de récré. Et en fait, c'était très intéressant parce que même si on a un peu manqué de temps pour vraiment tester les jeux et arriver à quelque chose d'abouti, en fait, ça a permis aussi à chaque individu, chaque enfant, de prendre la parole, de dire ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas dans la pratique, ce sur quoi ils étaient à l'aise, de s'exprimer. Et en fait, c'était très enrichissant puisqu'ils ont aussi pu se confronter entre eux sur les points de vue où, en fait, s'il y avait un élève qui disait moi, je trouve que les filles, elles n'ont pas leur place sur un terrain de foot. Et ben, il y avait toutes les filles de la classe qui leur répondaient et qui lui répondaient et qui allaient vraiment argumenter et n'avaient pas peur de défendre leur place. Et donc, voilà, il y a pas mal de belles initiatives comme comme on peut les voir sur ce salon des sports, justement, avec le design actif, beaucoup de manières d'innover, en tout cas, sur les terrains, dans l'espace public. Et je pense que je vais m'arrêter là, parce que ça fera sans doute une bonne transition pour la suite. La transition, parce que j'ai pas besoin de la faire, puisque tout de suite et sans transition, puisque Tess a fait la transition. Je vais donner la parole à un duo, notamment Maxime Scotti, enseignant d'éducation physique et sportive et fondateur des Relayeurs, avec Pierre-Philippe Bureau, conseiller pédagogique éducation physique et sportive, et qui a également été directeur de la revue EPS, et ben notamment pour faire un focus justement sur la pratique sportive féminine. Vous vous arrangez comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Après, on peut s'adapter. Hein. Ah non, mais ah ouais, non, ouais. On va essayer comme ça. Mais donc voilà, sur un focus, justement, la pratique sportive à l'école. Bon, je me mets debout, hein, je suis prof de PS. Du coup, oui, moi je vais revenir sur les filles et les garçons dans la cour de récréation et aussi en cours de PS. Donc, voilà, une proposition en 2 temps pour justement réfléchir à cette question d'égalité filles-garçons à l'école. Donc pour commencer, on va partir sur la cour de récréation, sur le temps récréatif, parce qu'on verra que la cour de récréation ne sert pas qu'au temps récréatif. Ça tombait très bien que Tess parle de la cour de récréation. Donc quand on regarde, il y a des études qui ont été menées et des expérimentations aussi. Quand on regarde les expérimentations de la ville de Strasbourg, ils ont équipé 125 enfants de gilets connectés pour voir justement quelle était l'occupation naturelle des élèves dans une cour de récréation. Et en fait, ils se sont rendus compte, mais ce n'étaient pas les seuls, que 80% de l'espace était occupé par 20% des élèves, et particulièrement des garçons. D'autres études montrent que on a souvent souvenir de ces cours de récréation où le terrain de foot est au milieu, donc ça tombe très bien, parce qu'on se rend compte que le foot occupe 90% des espaces disponibles. Voilà, si on fait le lien entre les garçons, le foot, voilà, on se rend bien compte que les garçons occupent le centre de la cour et les filles ont tendance à, au contraire, être plus dans la périphérie. Donc ça, c'est pas sans conséquence. C'est quand même il y a une vraie problématique derrière. Parce que même lorsque les filles demandent à jouer avec les garçons, finalement, elles subissent des empêchements, ce qu'on peut appeler un déni de droit. Donc finalement, même quand elles ont le droit, puisque la cour est quand même à tous les élèves, elles le veulent, mais finalement, elles ne peuvent pas. Bon, toi, t'es une fille, tu peux pas jouer au foot, t'es nul au foot, etc. Mais on se retrouve avec, de toute façon, le terrain de foot est au milieu. Donc les filles, au revoir, vous allez à la périphérie, et nous, les garçons, on domine la cour de récréation et on profite du terrain de foot qui nous est gentiment mis à disposition d'un point de vue central. Donc par ce processus-là, le fait de ne pas intervenir sur cet aménagement de la cour de récréation, on apprend aux garçons à investir l'espace public, et ça, c'est pas sans conséquence sur leur avenir, mais on apprend d'autant plus aux filles qu'elles sont reléguées à l'espace plutôt privé, et donc progressivement elles vont tendre à décrocher de cet espace public. Donc l'aménagement de la cour de récréation et l'occupation naturelle n'est pas anodin, justement, dans ce pouvoir finalement de domination que peuvent avoir les garçons vis-à-vis des filles, implicite, parce que c'est des enfants, ils réfléchissent pas à tout ça, mais naturellement c'est comme ça que ça se met en place.
Un autre cas, pour bien comprendre la problématique de l'aménagement des cours de récréation. Donc la cour de récréation qui n'est pas un lieu que récréatif, c'est aussi un lieu non récréatif. Avec, bon là on va prendre le cas des 30 minutes d'activité physique quotidienne, on pourrait prendre le cas de l'EPS, mais on se rend bien compte que ce lieu de la cour de récréation, quand on regarde le rapport de la commission du Sénat, c'est un lieu privilégié, un des lieux privilégiés par les enseignants pour mettre en place les 30 minutes d'activité physique quotidienne. Et dans le même temps, les enseignants utilisent le matériel qui est mis à disposition. Donc ça, c'est les quelques enseignants qui mettent en place les 30 minutes d'activité physique quotidienne. Utilisent le matériel à disposition, donc dans l'école et dans la cour de récréation, donc les paniers de basket, les ballons, les cerceaux, etc. Mais dans le même, et donc on pointe cependant le manque de matériel comme deuxième plus gros frein à la mise en place de ces 30 minutes d'activité physique quotidienne. Donc réaménager une cour de récréation, ça a un double enjeu. À la fois, quand on réfléchit le réaménagement d'une cour de récréation, c'est d'un côté viser une égalité d'occupation de droit et de fait entre les filles et les garçons, donc la première problématique qu'on a mis en avant, mais c'est aussi permettre un espace facilitant la mise en place de ces 30 minutes d'activité physique quotidienne ou de l'EPS. Donc on ne peut pas uniquement retirer le terrain de foot au milieu et se dire bon c'est génial, les garçons feront plus du foot au milieu, les filles vont pouvoir revenir au centre. Non, c'est pas uniquement les questions d'égalité qui doivent nous préoccuper, il y a aussi les questions d'utilisation de cet espace-là. Donc ces deux enjeux, donc l'enjeu est double et doivent être réfléchis en concertation. Donc ça tombait très bien, ça fait une transition avec ce que disait Tess. Les élèves doivent être investis là-dedans parce qu'on ne peut pas uniquement dire bon, on vous a mis à disposition un nouvel espace et à vous naturellement de le réinvestir. Il y a toute une campagne à faire auprès des élèves en termes de réflexion, donc avec un processus de concertation qui partirait déjà des observations qui ont été faites au niveau de Strasbourg ou ailleurs, pour cartographier, pour analyser, donc mettre les élèves après dans cette réflexion, dans cette activité réflexive, progressivement ouvrir cette réflexion en conseil des maîtres au sein des écoles pour avoir une vraie réflexion pédagogique, qu'est-ce qu'on fait de notre cours de récréation. Alors il y a cette problématique-là, mais qu'est-ce qu'on va en faire. Et ensuite ouvrir, associer tous les acteurs du tissu local pour justement ouvrir cette réflexion et cette utilisation de la cour de récréation. Donc ça c'était le premier... mon premier prisme d'analyse, la cour de récréation comme espace finalement de domination des garçons vers les filles, mais avec des possibles à condition d'entamer une vraie concertation. Donc ça a été ma valence plutôt primaire. Là, je vais prendre ma casquette de prof d'EPS du secondaire et on va parler des filles tout au long de leur scolarité. Que j'ai appelé des engagements et inégalité de réussite, donc des intérêts et des engagements parce que on se rend compte que les filles, plus elles avancent dans les années au fur et à mesure et notamment au lycée, on se rend compte que elles se désinvestissent à grande échelle des pratiques physiques et ça tout au long de leur vie. On observe aussi que chez les adolescents, les garçons font plus d'activité physique modérée à intense que les filles, alors que c'est une intensité qui devrait être privilégiée à cet âge-là. Et quand on interroge les filles et les garçons, il y a quand même 2 fois plus de filles, donc 10% de garçons et 20% de filles qui rapportent que s'il n'y avait pas l'EPS, elles ne pratiqueraient pas d'activité physique du tout. Donc il y a un désengagement, mais en même temps, sans l'EPS à l'école, on aurait des filles qui se désengageraient totalement et qui ne pratiqueraient plus du tout. Nouvelle problématique sur ces filles. Et là, ça me fait glisser, moi, sur tout ce qui est question d'égalité. Alors, l'égalité, on peut l'avoir de différents points de vue. L'égalité d'accès, les filles, les garçons, vous avez accès au même sport, on peut s'en contenter, génial. Mais ça ne suffit pas. Il y a l'égalité des chances, qui, elle, suit un peu la fable de la méritocratie scolaire, qui voudrait dire, pour deux élèves qui fournissent les mêmes efforts, finalement, ces 2 élèves-là ont les mêmes chances de réussir à l'école ou en EPS. Donc, on pourrait très facilement, par raccourci, se dire, finalement, si les filles se désengagent et se désintéressent, si elles ne réussissent pas au bout, c'est de leur faute, puisque elles n'ont pas fourni les mêmes efforts que les garçons, donc elles ne peuvent en prendre qu'elles-mêmes. Ou alors on peut prendre à l'inverse, se dire peut-être que, au contraire, c'est parce qu'elles ne réussissent pas pareil que les garçons que peut-être que leur sentiment de compétence va diminuer et on se retrouve avec des filles qui se désintéressent de plus en plus. Donc ça
ça doit se comprendre, ça doit s'analyser. Il y a des travaux quand même qui commencent à dater sur la question, pour comprendre justement ce désintérêt, ce décrochage et ces résultats et sentiments de compétence qui est plus faible chez les filles que les garçons en EPS. Donc on se rend compte qu'au niveau des activités qui sont programmées, des modalités de pratique proposées en cours d'EPS, elles favorisent davantage l'affrontement et la compétition, qui semblent être plus proches des aspirations motivationnelles des garçons. Et on a aussi une polarisation sportive des enseignants d'EPS qui viennent énormément du monde sportif et donc qui portent avec eux tous les stéréotypes de genre portés par le modèle sportif et qui viennent et donc reproduisent ces stéréotypes de genre avec des natures d'attentes différentes entre les filles et les garçons. Donc le portrait est très succinct, on pourrait en parler des heures et des heures, mais ça permet de comprendre que finalement, si les filles ne réussissent pas, ont des résultats qui sont plus faibles, ont un sentiment de compétence qui est plus faible, c'est peut-être parce que le terrain, en tout cas l'EPS, ne leur permet pas, ne leur donne pas finalement, in fine, les mêmes chances de réussir que les garçons. Donc on se retrouve face à une réelle inégalité de réussite entre les filles et les garçons. Alors, on revient sur le fait, donc en termes d'enjeux derrière tout ça, rappelons-le, s'il n'y avait pas l'EPS, certaines adolescentes n'auraient pas du tout de comportement actif. Didier Delignières, récemment, sur un post X, ancien Twitter, rappelait, en regardant les résultats du baccalauréat, en regardant les moyennes entre les filles et les garçons, se rendait compte que les moyennes n'étaient pas si différentes que ça, l'écart n'était pas si différent que ça. Et donc il pointait le fait que plutôt que de chercher à réduire les inégalités, les réelles inégalités, on met en place des mesures compensatrices qui réduisent les écarts dans les résultats, sans mettre une réelle transformation dans les acquisitions réelles des élèves. Donc finalement, vous voulez que les filles et les garçons aient les mêmes chances de réussir en EPS ? Pas de souci, on leur met les mêmes notes. À la fin, les filles ont 13 de moyenne et les garçons ont 13 de moyenne et tout le monde est content. Mais finalement, on a bien vu que l'enjeu majeur, et c'est l'enjeu de nos disciplines aussi, c'est de permettre aux filles de se transformer d'un point de vue moteur, d'acquérir des compétences motrices réelles et pas juste les flatter en disant « tu as une bonne note en EPS ». Bien au contraire, il s'agit d'aller les chercher et d'aller leur faire, de conquérir justement l'activité sportive en développant de leur côté de réelles compétences motrices. Donc, et là, on serait vers une réelle égalité et pas uniquement je vous mets la même note et donc on peut s'en satisfaire. Donc actuellement, même si les travaux datent de 2005, mais je pense qu'on peut toujours revenir dessus, l'EPS peut offrir aujourd'hui aux filles l'opportunité d'être des garçons manqués. Si vous voulez réussir les filles, soyez des garçons manqués. Par contre, elles s'inquiètent beaucoup moins d'en faire des filles réussies. Donc l'enjeu, pour reprendre les propos d'Annick Davis, rapidement, les filles ont un monde à gagner et non à fuir, donc il faut vraiment prendre à bras le corps, et c'est pas en mettant la même note aux filles et aux garçons qu'on va leur permettre de conquérir ce monde-là, mais au contraire, c'est en construisant des compétences réelles chez ces filles, donc en faisant en sorte qu'elles se désengagent le moins possible et en augmentant leur sentiment de compétence réelle. Et le sentiment de compétence, il se fait par la pratique, il se fait par la preuve de la construction de sa compétence, qu'on pourra réinvestir ce champ-là et permettre aux filles d'avoir une réelle égalité de réussite. Voilà, je suis arrivé au bout, je ne sais pas en combien de temps, mais merci. Non, mais ça va. Merci. Tout de suite la parole à Pierre-Philippe notamment. Je prends son bonus alors. Je ne sais pas s'il y en avait beaucoup. Oh, ça change de couleur, c'était pas tout à fait ça, mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai été conseiller pédagogique EPS, c'est-à-dire formateur des professeurs des écoles maternelle élémentaire, c'était au XXe siècle. J'étais directeur de la revue EPS de 2009 à 2023. Et je suis encore engagé bénévolement dans le mouvement sportif associatif. Je suis président d'Incdos. Même si ma présentation qui va parler des réalités scolaires, alors Maxime a fait du très concret, moi je vais peut-être faire du finalement plus institutionnel et plus formel, va avoir un regard critique sur le monde du sport, mais dans lequel je baigne aussi pleinement. Et donc pour lequel je trouve un certain nombre de vertus aussi. Sur le public scolaire, mixité intégrale à l'école depuis les années 80, en effet. Rappelons qu'une cohorte d'âge, c'est 750, 800 000 enfants, une classe d'âge, où on a une mixité intégrale. Alors, pas tout à fait vrai parce que les garçons redoublent un peu plus. Donc au collège, on commence à avoir un peu plus de garçons dans les classes qu'au lycée.
que l'orientation fait aussi des biais, modifie ces répartitions. Dans un lycée pro, dans un BEP sanitaire et social ou dans un CAP bâtiment, rien que pour faire du très simpliste et caricatural, on se doute bien qu'on a des profils de classe très différents et qu'on ne parle déjà plus de mixité, même si elle est la règle de l'école. Dernier point, même en maternelle ou en élémentaire, dans des classes à petit effectif, les classes rurales, les classes de montagne, on peut avoir une année, une cohorte à 9 garçons, 3 filles, et c'est alors qu'on affirme qu'on a des classes mixtes. La population sportive est... Ce qui caractérise en fait plus la population scolaire, ça va être les profils, et donc ce à quoi vont se coltiner, j'allais dire, les enseignants, c'est plus des profils différents. Des anorexiques, adolescentes, filles en milieu favorisé, surpoids, obésité, garçons, milieu défavorisé, et puis on a les deux empants qui vont se croiser à un moment donné, des capacités physiques, des appétences familiales par rapport à la pratique sportive, et puis différences importantes par rapport au monde sportif, des groupes nombreux. L'enseignant d'école maternelle, c'est 25-26 élèves, l'enseignant en lycée, c'est 35 élèves, et il est seul avec ce groupe hétérogène, on va l'appeler comme ça pour le moment, voilà, je vais être perdu, à gérer. Si on compare, comparaison n'étant pas raison, au public sportif, licence sportive INJEP 2023, même chez les moins de 4 ans, licenciés sportifs, c'est 13% de la population, il y a déjà un décalage de genre avec 52% de garçons pour 48% de filles. École, collège, on est sur des écarts plus faibles, enfin équivalents, mais et aussi, alors, une petite erreur sur l'INJEP, enfin l'INJEP compte les licences, donc un même gamin peut avoir plusieurs licences, donc on se retrouve avec presque une population scolaire au collège qui serait presque celle de la population civile, ce qui n'est pas tout à fait le cas, mais avec aussi un biais de genre, puisque à l'école élémentaire, pour faire simple, 58% de garçons licenciés dans les clubs, pour 42 de filles, 59 au collège, et un ratio 62%, 38% pour les 15-19, donc à l'âge du lycée, où ce que disait Tess aussi tout à l'heure, l'écart se creuse sur cette différence garçon-fille. Et puis, la différence quand même du milieu sportif, c'est que, même si là j'amalgame en disant des proportions de garçons-filles, dès 7, 8, 9 ou 10 ans selon les sports, les garçons et les filles sont séparés à l'entraînement, dans la majorité des pratiques, dans un grand nombre de pratiques sportives, on va dire. Dès 9-10 ans, la compétition est ségrégée dans une grande majorité des sports. Donc on a quand même ces écarts de réalité de terrain qu'il faut reconnaître. Je pense ça va pour analyser les actions et les réalisations de chacun. Si on regarde la population enseignante, qui était un deuxième item de qu'est-ce que c'est que cette mixité dans le contexte scolaire, professeurs des écoles, c'est 370 000 enseignants à peu près, fortement genrés. 95% en maternelle de femmes, 80% en élémentaire, alors qu'au collège, si on revient sur les profs d'EPS, pas en comparaison avec tous les enseignants, 33 000 profs en activité, 42% de femmes, des tentatives dans les années 70, 80, 90 de limiter avec des postes hommes, des postes femmes, des quotas au CAPES, hommes-femmes, etc., au recrutement, qui sont abandonnés au cours des années 90. Et donc, on a progressivement une masculinisation du métier de prof d'EPS qui regagne. On le voit avec les étudiants en STAPS, avec des promos aussi plutôt à 35% ou 40% dans les masters enseignement. Si on continue à parler de cette population enseignante, leur rapport à l'activité physique, pour les profs d'école, on peut penser que, grosso modo, dans ces 370 000 profs d'école, ils ont la même appétence pour la pratique sportive que la population adulte, en fait. C'est des citoyens adultes, donc il y a des sportifs, des non-sportifs, des moyennement sportifs, et c'est pas si simple de les caractériser. Et puis on peut rajouter à ces profs d'école ceux qui n'ont pas de pratique sportive, mais qui reconnaissent l'intérêt de l'activité physique pour leurs élèves, et donc qui considèrent que ça fait partie de leur métier de dispenser et d'enseigner l'éducation physique et sportive. Donc finalement, contrairement à ce qui était dit tout à l'heure sur le centre de l'ANS, je pense que moi, majoritairement des profs d'école
ont une certaine appétence à enseigner l'EPS, des difficultés, j'en doute pas, mais ça se discute quand même comme ça. Pour les profs d'EPS, Maxime en a parlé, des profils plutôt sportifs, bien évidemment. Une évolution genrée aussi qui se fait plutôt en cours de carrière. Dans les lycées de centre-ville, en fin de carrière, on a plus d'hommes que de femmes. Enfin, les biais de genre se creusent aussi. Les lieux de pratique de l'activité physique à l'école, on va dire que selon les deux axes, la maternelle au lycée d'une part et du moins organisé au plus organisé, on va vers la spécialisation en fait. Plus on progresse en âge ou plus on progresse en exigence, plus on va vers des équipements spécialisés. Et plus on va vers des équipements spécialisés, plus on risque de reproduire les codes de la pratique sportive. Quand on emmène une classe à la patinoire, il y a les codes de la pratique des sports de glace. Quand on va dans un dojo, il y a les codes de la pratique qui impriment indirectement l'organisation de l'enseignement de l'EPS, malgré toutes les bonnes volontés de l'enseignant. Et quand on est dans une salle spécialisée de gym, on a une pratique qui est marquée par la gym. Donc on a ce double effet de représentation. Cours d'école, je vais aller plus vite parce que Maxime a été très bon. Mais on a une belle occupation de cours d'école avec des terrains tracés, en plus totalement inutiles. On a des superpositions de lignes non proportionnelles. Les élèves qui ne sont pas dedans et tous ceux qui sont à l'abri. Et finalement, une course totalement inoccupée pour l'activité physique. Et on va aller quand même sur des exemples concrets positifs. L'exemple du terrain porté par la Fédération de hockey sur gazon dans le cadre de 5000 terrains. Finalement, l'éducateur, dans la discussion terminale de quel terrain il voulait dans un terrain de proximité, il a dit « mais je ne veux pas tous les tracés du hockey sur gazon, en fait, même si c'est mon job, que j'entraîne à ça, et c'est ça qui me plairait. » Il dit « faites-moi seulement 3 lignes, une ligne médiane et 2 lignes intermédiaires, et comme ça, tout le monde va pouvoir jouer sur ce terrain. Selon mes activités, quand je fais des jeux d'attaque-défense, ça me suffira bien, je n'ai pas besoin de matérialiser le but, je le ferai, je mettrai mon but, et de toute façon, les gamins, ils verront si le but est au fond ou en milieu de terrain. » De même, dans l'aménagement de cours là-haut, les tracés faits par des collègues de Saône-et-Loire, rien qu'en rajoutant des points qui étaient faits initialement pour aider le prof d'EPS à faire des distances de carré-gigogne, donc des distances de courses différentes, finalement, ça modifie la représentation. On n'est plus sur un terrain de basket, on est sur un terrain de cours d'école qui a différents tracés, qui a 3 cercles concentriques au milieu parce qu'il savait faire son allure et sa VO2 max. Et rien qu'avec ça, en fait, on change des appropriations par les gamins. On voit que cette question de configuration des espaces, elle joue aussi. Et je vais compléter ce qu'a dit Maxime avec une autre étude. Là, on a 2 exemples d'aménagement type City Stade. Je ne les juge pas et ils sont sans doute des stands, donc j'ai mis leur nom quand même. Mais on voit bien que celui des AE privilégie la pratique fermée, bien encadrée, où on va délimiter vraiment l'intérieur et les nuisances, enfin cette idée de il ne faut pas que les nuisances sortent du stade, alors que le milieu ouvert que vient de sortir Sport Espace Innovation, on se dit bien qu'il a un traitement différent de l'espace. Et il y a une étude récente de Célia Ferrer qui renvoie aux craintes des filles sur les espaces fermés. Et donc le fait que sur un espace libre, les filles ne vont pas dans les city-stades, aussi en partie parce que la crainte d'être dans un espace fermé où en cas de menace, on ne pourra pas s'enfuir, en cas d'intrusion, on va être bloqué, fait que la relation au terrain est différente. Même chose sur les skateparks. Hein, entre Nice, où on est dans les traditions, enfin les premiers skateparks, espace fermé près d'un gymnase sécurisé où le service des sports a la vue et on voit qui rentre, qui sort, et espace ouvert aujourd'hui en bord de rue, qui sont ceux qui fonctionnent et qui sont acceptables par tous, et y compris à Privas, un mix de skatepark qui est par essence le sport urbain, inséré dans un espace naturel de promenade, de parcours nature. Donc on a vraiment une reconversion complète des représentations d'espaces sportifs. Si je viens aux enjeux de finalité, enfin aux représentations par rapport à l'EPS, on va dire, sans aller dans le fond des
discussions professionnelles qui font débat depuis 120 ans et qui activent les 50 formations en STAPS et plus pour certains. Les deux courants, développement de l'enfant par rapport à la mixité. Quand on est centré sur le développement de l'enfant, on prend le gamin tel qu'il est, on essaie de le faire grandir avec ses potentialités, ses difficultés et on ajuste. Gamin à besoins particuliers, enfant d'école maternelle, ces professionnels-là s'y retrouvent parce qu'ils n'entrent pas par des référentiels sportifs qui, eux, vont être plutôt marqués par des standards, des étapes de progrès, des phases de progression, des représentations qui font que, dans leur domaine, on a plutôt les cadres dans lesquels on attend que l'élève ou que l'enfant dans lequel il va passer avant de voir plus loin. Donc plus le modèle sportif s'impose, en fait, plus on risque d'avoir une représentation genrée et un poids des représentations genrées des activités. Et on le sent, enfin, ça se vit dans des détails du quotidien. Un enseignant d'école primaire une école primaire qui a des partenariats avec les clubs locaux, avec des éducateurs sportifs de clubs qui vont venir, vous dira, quand c'est une éducatrice du club de gym rythmique, elle ne voit pas les mêmes élèves que quand c'est l'éducateur du club de foot qui vient faire 6 séances. Et pourtant, moi, prof d'école, je vois les mêmes élèves 6 heures par jour. Donc on a bien nos schémas de représentation, nos attentes et nos projections. On va compléter en disant qu'à l'école, il n'y a pas que l'activité physique en tant que telle, mais on apprend les rôles sociaux, on apprend la citoyenneté, la collaboration. Donc la mixité a aussi tout son sens, parce que la mixité et l'hétérogénéité, c'est consubstantiel à l'idée que la classe est un simulacre de la République, enfin, et de la cité, et qu'on reproduit en fait la diversité de population qu'on a dans un échelon, dans un secteur territorial, géographique ou autre. Alors, j'avais une diapo sur les notes du bac où je ne dis pas tout à fait les mêmes choses que Maxime. 25 ans de commission d'évaluation au bac, depuis les travaux d'Annick Davis et de Michel Volonda, en particulier sur les activités masculines. Le travail, sur quoi a joué l'institution. Elle a plutôt utilisé des termes de champ d'apprentissage et d'expérience motrice plutôt que d'activité sportive, qui devrait organiser plus le menu de l'année d'un programme d'EPS. Donc l'idée, on garde encore les sports, mais au cours d'une année, on doit faire vivre des expériences de types différentes qui ne sont pas uniquement les sports masculins ou les représentations de sports masculins. Et ça joue sur leur équilibrage des menus, ça joue sur des barèmes autocentrés. Les élèves ont leur première séance et on évalue plutôt leur progrès que par rapport à un standard d'un barème national, etc. Je ne suis pas dans le même rythme sur mon texte et sur les diapos. Et puis, les enseignants aussi, ils ont une capacité d'innovation et d'invention qui fait que quand ils ne trouvent pas non plus la bonne solution, ils inventent. L'un des sports les plus pratiqués, les plus inscrits dans les programmations de collège, c'est l'ultimate. Fédération d'ultimate, peanuts en nombre de licences, nombre de clubs inexistants dans le territoire. Et pourtant, c'est un sport majoritairement choisi parce que il y a peu ou pas de représentation. Quand le prof dit on va faire ultimate, les élèves ne savent pas ce que c'est. Donc, ils ne viennent pas en disant il y a un gardien, il y a ceux qui courent vite, il y a ceux qui... On ne sait pas. Il y a des compétences spécifiques d'utilisation de l'engin et du déplacement qui ne se retrouvent pas vraiment dans les autres sports, même si au bout de 3-4 séances, il y a des plus à l'aise et des moins à l'aise qui se désignent. Mais on part d'un état un peu zéro et il n'y a pas d'assignation de rôle. Je n'ai jamais été dans le jeu d'ultimate, donc je n'ai pas d'expérience antérieure négative d'avoir été gardien et d'avoir pris un ballon ou d'avoir été joueur et toujours sur la touche parce que personne ne me donnait le ballon. Donc on a ces capacités d'innovation qui se frottent un peu aux aspirations de certaines fédérations d'être plus dans l'école. On le voit, alors j'ai mis l'ultimate en avant, il y a d'autres pratiques. Ce que propose l'UCEP beaucoup à l'école primaire, kinball, tchoukball, le double dutch proposé par l'UNSS. Après, on peut s'en inspirer. La crosse qui va devenir sport olympique en 2028 à Los Angeles, qui est inspirée de la crosse québécoise, serait très ouverte en fait
à exploser ces représentations antérieures de la mixité. Alors, j'ai dit que l'école bougeait. Les fédés, le monde sportif bouge aussi, quand même, un petit peu. S'il me reste 2 minutes. Les fédés ont essayé, alors sous la pression, ce que disait Tess tout à l'heure sur le CIO, les compétitions internationales, demandent de l'affichage, de la visibilité des femmes. Donc les fédérations bougent aussi sur leurs programmes sportifs. Donc là, je vous ai mis 3 photos qui sont issues d'un dossier qu'avait fait la revue EPS en 2022. En natation synchro, pourquoi il n'y a pas d'hommes aujourd'hui, ou très peu? C'est assez étonnant parce que dans les années 1920-1930, où ce n'était pas un sport, mais juste du gala et du spectacle, il y avait beaucoup d'hommes qui faisaient du spectacle nautique. Et dans tous les galas spectaculaires, il y avait autant d'hommes que de femmes. Et en fait, la mécanique sportive fédérale a fait sortir en fait les hommes du giron de la pratique de la natation synchro pour devenir une natation artistique totalement féminine à la fin du XXe siècle. Et aujourd'hui, en 2024, au jeu, l'épreuve collective de mixte tolérant, on va dire, pour une fois que c'est dans l'autre sens, mais on le vit une fois, nous, donc c'est moins que pour les femmes. Tolérant 2 hommes maximum sur 8 dans l'équipe. Et finalement, qui a été très peu médiatisé aux Jeux de Paris, qui pourtant a fait des gros efforts sur la médiatisation de la féminisation, y compris l'équipe de France n'avait pas d'hommes dans son équipe. Deuxième exemple, le BAD mixte. Quand on écoute l'entraîneur national du BAD, il décrit très bien que quand on fait jouer un double mixte, ce n'est pas du tout les mêmes compétences motrices, en fait. Quand on a un double homme, c'est la vitesse, de la force, de la puissance qui impose en fait la stratégie du jeu. Quand on a un double dame, on voit que les meilleures joueuses en double dame, c'est celles qui ont développé un sens tactique sur la défense. Donc stratégiquement, faire jouer des hommes, faire jouer des femmes, c'est différent, mais les faire jouer ensemble dans un jeu mixte où on va pouvoir inverser les rôles, mettre filles devant, mettre filles derrière, on va avoir des combinaisons et des potentialités de travail sur le rapport de force totalement différents. Dernier exemple, mais c'est le plus mauvais, je pensais l'avoir mis dans l'autre sens sur la diapo. En athlée, le relais 4x100, donc la Fédération internationale d'athlée, dans une cadre de politique de visibilité, d'effort vers la mixité, instaure il y a une dizaine d'années un relais 4x100 mixte. Qui a finalement aujourd'hui, à mon avis, aucun intérêt pour la mixité, puisque grosso modo, c'est vraiment l'addition des 4 temps homme-femme, puisque la Fédération internationale est revenue sur ses premières règles, puisque quand elle crée le relais mixte, c'est dit aux équipes, elle laisse la liberté de la composition. Les 4 relayeurs, vous mettez dans l'ordre que vous souhaitez. Femme, femme, homme, 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 femme, etc. Et donc, il y avait une stratégie de l'entraîneur et de l'équipe nationale à trouver pour savoir quand est-ce qu'il allait gagner. Sauf que la visibilité médiatique était telle que pour peu qu'un pays ait mis les 2 femmes en premier et que l'autre à côté, le couloir d'à côté, vous ayez les 2 hommes, c'était désastreux en image de voir les 2 femmes battues avec un tel écart. Et donc, la fédération est revenue là-dessus. En imposant l'alternance, et qui fait que cette épreuve a perdu tout son sens et que personne ne retiendra le nom des 4 champions d'un relais mixte. Et pour preuve, c'est que en fait, cette épreuve-là n'existe pas dans les championnats d'Europe, dans les continentaux. Et au niveau national, la FFA n'a pas repris de relais mixte en disant qu'il n'y avait pas de demande des clubs sur ce format-là. Je pense que d'autres référentiels sportifs sont possibles. Les Jeux de Paris l'ont montré. Sur la différenciation, on l'a vu avec le BAD handisport, joueurs de petite taille, on voit bien les performances qu'on a vues et la capacité à jouer des profils différents. D'autres formes de pratique, quand on voit le volley assis, quand on voit l'athlète non-voyant, la course avec guide. Le niveau du guide, c'est le niveau du coureur champion paralympique. Et je pense que si l'école faisait courir en duo comme ça, avec une cordelette, ça changerait sacrément les représentations de la course. En conclusion, je dirais juste que j'ai quand même beaucoup insisté pour montrer les capacités de l'école à gérer sa mixité. Maxime a plus détaillé et les difficultés et les réalités. Mais je pense que l'école ne sait pas assez vendre ses compétences, parce qu'elle sait le faire.
Et que je crois par contre sincèrement que si Coubertin, à la fin du 19e siècle, ou Alice Millat, au début du 20e, avait considéré que le foot se jouait à 5 hommes et 5 femmes, je pense que le 20e siècle n'aurait pas eu la même visibilité, la même réalité du 20e siècle, meurtri par les guerres. Malgré tout. Alors, on le voit. On le voit quand même, le sport inspire les professeurs pour essayer d'amener un petit peu plus d'élèves à pratiquer plus régulièrement. Et il y a des initiatives qui ont été mises en place, notamment en lien avec la dynamique autour de Paris 2024. Donc on va vous en présenter une aujourd'hui, qui est Team Go Girls, justement pour inciter plus les jeunes filles, les jeunes collégiennes, si je ne me trompe pas, à pratiquer une activité physique. Ça avait été lancé par l'Agence nationale du sport. Corentin, à toi. Tous. Déjà, je tiens à remercier Sport et Territoire de m'avoir invité pour témoigner de ce projet Team Go Girls. Donc, ce projet, il émane d'une collaboration entre l'Agence nationale du sport et Nike, dans l'objectif de faire bouger un peu plus les jeunes filles chaque jour. Donc ici, notre public qu'on touche, c'est vraiment les jeunes filles de 7 à 14 ans sur le territoire national français. Et finalement, ce projet, il prend sa genèse autour de 2 chiffres que vous connaissez sûrement et qui sont assez dramatiques, en tout cas à voir, et c'est pourquoi on a voulu développer ce projet. Le premier, c'est qu'il y a uniquement 7% des filles qui font les 60 minutes d'activité physique recommandée par jour et par l'OMS. Donc ça émane d'une recherche de la part de l'OMS, donc c'est des chiffres qui sont vérifiés à ce niveau-là. Et on a un deuxième chiffre aussi, c'est que 2 fois plus de filles que de garçons abandonnent le sport à 14 ans. Donc c'est pour ça en fait qu'on a voulu développer un projet qui soit réservé à ce jeune public de 7 à 14 ans, dans l'objectif de leur planter un petit peu des graines dans la tête et essayer de les motiver à 14 ans à éviter d'abandonner le sport, ou au contraire de reprendre une activité sportive avant cet âge fatidique. Juste entre parenthèses, pour les garçons, c'est pas forcément des filles qui sont non plus mirobolants. En revanche, il y a quand même, on va dire, on peut multiplier par 2 ce premier chiffre quand on parle de garçons et d'activités physiques et sportives. Donc l'objectif de ce concept, c'est vraiment de lutter contre la sédentarité. Donc je vais revenir après sur les différents piliers qu'il compose, et aussi donner l'envie de bouger, et de bouger tout en s'amusant. Pour une jeune fille, parfois, bouger, c'est synonyme de compétition, de sport avec les garçons, et c'est pas toujours le cas. Donc nous, on a voulu leur offrir un cadre où elles trouvaient finalement l'activité physique amusante, et que faire du sport régulièrement, c'était aussi que ça leur était aussi réservé. Donc juste avant de vous présenter un petit peu le fonctionnement du programme dans son entièreté, faut savoir que c'est un programme qui a été développé par et pour les jeunes filles, c'est-à-dire qu'on a développé ce programme en collaboration avec des filles du 19e arrondissement de Paris et du territoire de Pantin. Donc on a mené une grande phase de recherche au début avec elles pour essayer de détecter quelles étaient les limites et les freins à la pratique sportive. Et en fonction de cette recherche, je peux vous en citer déjà quelques-uns, il y a notamment le corps des jeunes filles à l'adolescence qui va changer. Ça peut être un grand frein pour elles. Il y a aussi donc, le sport en mixité, je pense qu'on l'a bien vu avec les interventions précédentes, que le sport en mixité avec les garçons peut être parfois compliqué, peuvent être mises un petit peu de côté. Il y a aussi parfois dans certaines familles le manque de temps et de moyens pour emmener les enfants à réaliser une activité sportive, et c'est souvent les filles qui sont les plus délaissées. C'est souvent elles qui doivent aller garder les petits frères et les petites sœurs dans les familles le soir si les parents n'ont pas le temps de s'en occuper par exemple. Donc avec ces différents freins et ces différentes limites, on a imaginé finalement 3 piliers qu'on a testés pendant 1 an sur les 2 territoires que je vous ai cités juste avant. Donc il y a le premier, donc c'est les défis hebdomadaires. Ici, l'objectif, c'est vraiment avec ces 3 piliers en tout cas, c'était vraiment de venir dans le quotidien de la fille, que ce soit sur son quotidien avec sa sphère privée, donc ses parents et ses amis avec les défis hebdomadaires, comme la sphère plutôt associative autour de chez elle avec les activités découvertes, et l'école primaire avec les jeux éducatifs, mais je vais revenir en détail dans chacun des piliers, bien sûr. Donc les défis hebdomadaires, dans cette phase d'expérimentation d'1 an, elles avaient accès à une application sur laquelle elles pouvaient retrouver des défis qui leur permettaient de bouger un petit peu plus chaque jour. On leur donnait des conseils et des leviers motivationnels pour qu'elles puissent réaliser une activité chaque semaine.
C'est d'ailleurs un très bon exemple un petit peu de toutes les itérations qu'on a pu faire pendant cette année. Parce qu'au début, on était parti sur un format quotidien des défis et on s'est rendu compte que l'agenda d'une fille entre 7 et 14 ans est parfois quand même bien chargé. Et donc, on est passé sur un format hebdomadaire en les écoutant, en allant les voir, parce qu'on s'est rendu compte que les défis quotidiens ne fonctionnaient pas toujours. Et on a donc fait évoluer ce pilier-là sous forme donc hebdomadaire pour qu'elles aient le temps dans la semaine de réaliser le défi et d'avoir des conseils durant la semaine pour le réaliser. Je vous ai mis quelques exemples des défis qui ont le plus fonctionné. Donc là, c'est une capture d'écran de l'application sur laquelle elles se retrouvaient chaque semaine. On a le premier ici, donc Coach tes proches. Ça, c'était assez amusant. Ça a bien plu aux parents et aux filles. L'objectif, c'était que la fille devienne un peu l'entraîneuse de ses parents ou de ses frères et de ses sœurs, dans l'objectif de les faire bouger plus chaque jour. On avait aussi par exemple des défis qui étaient très locaux, notamment à Paris 19 et Pantin avec la chasse au trésor, donc c'est le 4e défi, le numéro 5 que vous voyez, où là l'objectif c'était d'aller trouver une affiche dans les piscines du quartier de Pantin et de Paris 19. Donc on utilisait vraiment finalement le téléphone comme un outil pour pouvoir leur proposer des activités extérieures pour bouger un peu plus chaque jour. Et après, on a profité aussi, vous le voyez avec le deuxième défi, Entraîne-toi avec une championne. On a profité de l'intervention d'Althea Lorrain, récemment médaillée olympique, durant une activité pour réaliser des capsules vidéo et elle pouvait du coup réaliser après des mouvements de taekwondo la semaine qui suivait l'activité qu'elles avaient eue. Et ça fait du coup une transition avec le deuxième pilier. Donc sur ce deuxième pilier, on a un réel intérêt à ce que les collectivités et les associations locales soient intégrées pleinement dans ce projet-là. L'objectif, c'est vraiment d'avoir finalement un forum des associations qui soit hebdomadaire. Souvent, ça a lieu une fois par an dans les collectivités pour présenter les associations aux jeunes filles de leur territoire. Là, l'objectif avec ce projet, c'est d'animer ce tissu associatif et de proposer de manière hebdomadaire des activités aux filles inscrites, donc comme du double dutch par exemple. C'est quelque chose qu'on a proposé pendant l'année à Paris 19 et à Pantin, mais aussi du football, du basket, etc. Donc ces deux premiers piliers, finalement, donc les filles les retrouvaient sur une application, comme je vous l'ai dit. L'objectif, c'était qu'elles puissent avoir accès à ces défis sur le téléphone. Alors sur leur téléphone, si elles étaient âgées de 13-14 ans pour certaines, sinon sur le téléphone des parents aussi, qui étaient très impliqués dans le programme, et c'était aussi une volonté que la famille soit impliquée dans ce projet-là. Donc elles retrouvaient les défis sur une application, elles pouvaient se fixer un objectif, parce qu'on s'est rendu compte durant cette année que c'était important pour une jeune fille d'avoir un objectif qu'elle se fixait au début du programme et qu'elle puisse suivre pendant une année et voir le résultat à la fin. Et elle pouvait aussi sur cette application-là s'inscrire aux activités que les associations pouvaient proposer. Je ne l'ai pas dit d'ailleurs sur la partie activité, mais ça pouvait prendre deux formats. C'est soit les associations acceptaient de se libérer du temps supplémentaire pour pouvoir proposer une activité uniquement réservée aux filles de la Team Go Girls, parce que l'objectif, bien sûr, c'est de leur offrir un cadre dans lequel elles se sentent en pleine confiance pour pouvoir faire du sport et découvrir de nouveaux sports, parfois réservés aux garçons, dans le conscient de tout le monde. Et donc, cette application leur permettait ici d'avoir accès à tout ça. Donc, c'est une application qui est développée et qui est sur mesure, en tout cas pour ce projet-là. Et c'est une application donc, qui est bien sûr gratuite pour toutes les collectivités et les filles qui rejoindraient ce programme. Et donc, on a le dernier pilier. Donc là, on vient vraiment finalement faire rentrer Team Go Girls dans les écoles primaires. Donc là, on oublie un petit peu la partie très féminine parce que finalement on va aussi travailler avec les garçons donc en mixité autour d'un jeu éducatif qui a été développé par une ONG que vous avez cité Tess tout à l'heure, qui est donc Play International. Donc c'est un jeu qui a été développé pendant un an avec une professeure des écoles de Paris 19 sur lequel finalement on a développé 7 ateliers d'une heure pour pouvoir réaliser un jeu donc, en mixité que les jeunes pouvaient s'approprier. C'est un jeu sur lequel ils décidaient des règles, de l'environnement, etc. Et en fait, ça vient montrer aussi que les filles sont tout autant capables de créer une activité sportive, de la réaliser, de se l'approprier. Et ça permettait aussi aux jeunes des écoles primaires de s'approprier aussi le terrain, donc la cour d'école, la classe, et puis parfois de faire rentrer aussi la professeure ou le professeur dans les règles de jeu. Certains étaient qualifiés de monstres à viser, on va dire, dans leur jeu, mais en tout cas, c'était vraiment l'objectif, c'est aussi d'avoir une sorte de démocratie qui s'installe en mixité entre les filles et les garçons,
dans lequel il va y avoir certains débats pour créer ce jeu-là. Et c'était vraiment tout l'objectif du projet. Je ne l'ai pas dit en introduction, mais c'est un projet qu'on a développé sur 1 an avec 2 territoires. Là, actuellement, on est sur la phase de développement sur le territoire national. C'est-à-dire qu'on cherche à ce que des collectivités s'approprient ce projet. Donc, il y a une solution clé en main avec les outils qu'on a développés pour pouvoir proposer une solution à ces jeunes filles qui sont parfois un peu délaissées dans le milieu sportif. Bien sûr, ces 3 piliers, on ne les sort pas de notre poche, on ne les a pas inventés du jour au lendemain et on ne s'est pas dit ça va fonctionner. Donc, je pense que vous l'avez compris, c'est quelque chose qu'on a testé donc, durant 1 an sur 2 territoires. Donc on est allé 1 année sur le territoire de Pantin et puis au bout de 6 mois on a ouvert aussi cette phase d'expérimentation à Paris 19 dans l'objectif d'avoir un panel assez représentatif des filles qui composent ces territoires et qui étaient surtout en situation assez délicate au niveau de la pratique sportive et des infrastructures proposées. Donc on a eu 1246 filles inscrites sur les 2 territoires, ce qui représentait environ 10% des filles âgées de 7 à 14 ans sur les 2 territoires confondus. Donc c'était un panel qui était plutôt bien représentatif quand même de la population de Pantin et de Paris 19. On leur a proposé donc plus de 140 défis digitaux. On parle d'une année. Sur une année, il y a 52 semaines. Là, on voit 140. C'est parce qu'au début, donc, je vous l'avais dit, on était sur des défis quotidiens. Puis on est ensuite passé sur des défis hebdomadaires, donc d'où ce chiffre un peu plus important que le nombre de semaines d'une année. C'est des défis aussi que vous pouvez retrouver sur le site teamgoggers.fr si jamais vous voulez avoir plus d'informations à ce niveau-là. C'est des choses qui sont toujours, des ressources en tout cas, qui sont toujours disponibles sur Internet. On leur a proposé aussi plus de 42 activités découvertes qui étaient organisées donc, en partenariat avec les associations de Paris 19 et de Pantin, dans lesquelles elles ont pu découvrir environ 14 sports différents. Et ça nous amène à un chiffre qui est assez important pour nous, c'est qu'environ 85% des filles de la Team Goggers ont pu participer à au moins une activité proposée par le programme, et donc découvrir en tout 14 sports différents et recevoir leur première brassière. Alors pourquoi leur première brassière ? C'est finalement un élément qui est très important dans la vie sportive d'une jeune fille et d'une femme, et c'est un sujet qui peut parfois être assez tabou dans les milieux familiaux. Et donc on a aussi voulu, en tant que Nike et l'Agence nationale du sport, proposer ce premier élément et les éduquer au port de la brassière pour une pratique sportive en toute sécurité. Pour conclure sur mes propos, je vais vous proposer une petite vidéo d'1 minute, assez courte. Faut rappuyer. Ouais, voilà, parfait. Merci beaucoup, merci Corentin, merci beaucoup à tous les 4 pour ce premier état des lieux un petit peu de la pratique féminine. On va passer du coup maintenant à la deuxième séquence de cette conférence, puisque au final la pratique féminine c'est un triptyque Il y a les pratiquants, mais il y a aussi les dirigeants et il y a aussi les encadrants. Donc maintenant on va peut-être faire un petit peu plus un focus sur les dirigeants et les encadrants. Donc j'appelle donc Marie-Françoise Potreau à venir s'installer et Charlotte Schwartz aussi de la Nestaps à venir s'installer. 2 de nos 3 intervenantes sur cette seconde séquence, sachant que la 3e sera une séquence en différé qu'on vous diffusera. Petit teasing. Marie-Françoise, donc je vais effectivement te laisser la parole en tant que représentant du CNOSF. Merci beaucoup d'être là. Peut-être sur un état des lieux justement de la place des femmes dirigeantes. Je sais que tu es très impliquée là-dessus. Et puis voir aussi ce qu'il en est des encadrants et de l'enjeu des métiers du sport. C'est bon ? Ouais.
Merci beaucoup. Bonjour à tous et toutes. Alors effectivement, moi j'ai pas de vidéo parce que je vais faire ça j'avais pas prévu du tout de vidéo. Oui, effectivement, quand on parle de pratique sportive, il y a forcément l'encadrement et forcément aussi ce que j'appelle la direction, en tout cas l'engagement associatif qui permet derrière d'organiser cette pratique sportive au travers les fédérations notamment, qui sont bien sûr au national, mais derrière on a des comités régionaux, des comités départementaux et des clubs, et on forme bien sûr des dirigeants et des dirigeantes. Aujourd'hui, dans le cadre justement de cet héritage des Jeux de Paris 2024, au sein du Comité national olympique et sportif, on a eu la chance de mener un projet qui était ce projet d'accompagner des femmes dirigeantes dans une perspective de prise de responsabilité, puisqu'on avait fait une enquête. Vous savez qu'on est à l'application de la loi là sur les élections des fédérations qui arrivent. Là maintenant, on est en plein dedans sur cette parité qui d'être obligatoire sur les instances dirigeantes des fédérations nationales pour commencer, et en 2028 sur les régions et les départements. Alors on est parti avec une enquête qui était diligentée via le CNOSF et qui permettait de mesurer le nombre de femmes qu'il manquait pour arriver à cette parité, parce que je dis c'est comme quand vous voulez perdre du poids sans balance, ça fonctionne pas, il faut les chiffres. Donc à partir de là, on a donc eu cette enquête très précise qui nous permettait sur les instances nationales d'identifier 281 femmes manquantes dans les institutions nationales, conseil d'administration des fédérations, bureau exécutif, et qui permettait de dire, ben voilà, on est presque à 300 femmes manquantes pour pouvoir atteindre cette parité. On était à 3 ans de l'objectif à atteindre. Vous voyez un peu, c'est pas en un an on va combler ces trous, etc. Et puis, dès l'instant, on a fait cette enquête qui allait aussi sur les instances régionales. Et là, on est à 2435 femmes qui manquent pour 2028 dans les mêmes institutions. Et puis, quand on est sur les instances départementales, c'est pire, puisqu'on est à 3815 femmes qui manqueraient pour combler, en tout cas, cet enjeu de parité. Donc, à partir de là, alors effectivement, merci aussi Paris 2024, parce que grâce, si vous voulez, à tous les financements possibles dans le sujet Impact 2024, on a pu profiter d'un appel à projet dans lequel on a été retenu, ce qui nous a permis de financer cet accompagnement, ce qu'on appelle, et on a créé cet accompagnement qui s'appelle le Club des 300 femmes dirigeantes, puisqu'on n'était pas loin de 300 femmes manquantes. Et donc, on a sollicité l'ensemble des fédérations pour proposer des candidates à cet engagement sur un an. Alors après, avec cette volonté, si vous voulez, moi je suis très sensible parce que je suis à la fois dirigeante aujourd'hui, j'ai été aussi à la fois cadre technique dans une fédération, et je vois combien, si vous voulez, nos modèles ont été construits pour les hommes et par les hommes. Donc voilà, si on est sur du présentéisme, ça ne fonctionnera pas. Si on est sur des heures pas possibles, ça ne fonctionnera pas. Donc on a fait ce que j'appelle un concept agile, c'est-à-dire quasiment en distanciel, avec un temps en présentiel au départ et un temps en distanciel et en présentiel à la fin. C'est ce qu'on a mis en place pour les 2 promotions et qu'on a tenu avec une plateforme sur laquelle elle pouvait aller chercher les contenus de formation. Elle pouvait aussi avoir des webinaires. Elle pouvait aussi avoir en face d'elle des animateurs, animatrices, etc. Et qui ont permis, si vous voulez, à ces femmes de se sentir outillées, on va dire, voilà, j'appelle ça de cette manière-là, outillés pour aller candidater sur les postes à responsabilité là, de cette Olympiade qui arrive. Voilà, alors pour nous, et je parle aussi sous le couvert de ma collaboratrice qui est là, du CNOSF, Amélie, c'est vrai que pour nous, on a réussi ce pari parce qu'on a eu très peu de pertes en ligne. Voilà, je pense qu'il y a eu très peu de femmes qui n'ont pas suivi d'une façon pérenne le programme déjà. Et puis, on sent, et aussi c'est parce qu'on a fini la 2e promotion samedi dernier, et on voit combien elles ont envie, si vous voulez, que ce programme soit décliné dans les régions, dans les départements et voire dans les clubs aussi, mais en tout cas en région prochainement. Donc,
il y a encore une fois cette souplesse qu'on a mis dans ce programme, pas toujours dans cette volonté de distanciel, aussi s'autoriser à poser des questions sur des choses qu'on ne connaissait pas, etc. Et puis surtout, c'est créer un collectif. Vous savez, en sport, on gagne aussi en équipe la plupart du temps. Et donc, on sent que ce réseau a été, dès la première session, on sent qu'elles ont voulu se retrouver en réseau. Et déjà, elles ont construit des réseaux dans les régions. Je prends l'exemple du réseau en Aura, le club des 300 Aura, ça y est, qui est parti. Bourgogne-Franche-Comté est en train de le mettre en place, Grand Est va le mettre en place, etc. Donc, on voit que c'est parti aussi. Donc, on a, je pense, atteint cet objectif. C'est à la fois de proposer à des femmes de s'outiller pour prendre les responsabilités, mais aussi à la fois de créer une communauté pour, je dirais, se soutenir dans des moments qui sont des fois pas faciles quand on est dirigeante, et d'essayer aussi de réussir dans cette prise de responsabilité. Et comment dire ? Donc aujourd'hui, vous avez vu aussi la presse, vous voyez les médias sur la prise de responsabilité avec cette parité. On prend cher encore en tant que femme. Vous avez vu, il y a quelques commentaires qui sont quand même pas très sympathiques, qui sont même très fort désagréables. Et pour autant, on sent aussi, si vous voulez, qu'il y a quelque chose qui se passe dans le mouvement sportif français. Et tant mieux, parce que et quand on gagnera dans les instances dirigeantes, on gagnera aussi sur les terrains, comme vous venez de le montrer, parce que je le vois dans ma mission de vice-présidente de la Fédération française de cyclisme, combien de fois je prends la parole en disant « et pour les femmes, ça va se passer comment ? Et pour les femmes, ça va se passer comment ?» Donc voilà, on est, si vous voulez, en train de... Alors c'est des oublis, on va dire, pas volontaires de la part des dirigeants hommes, mais en tout cas, ils sont quand même là. Et donc... plus vous êtes présente, plus on va réfléchir, plus on va travailler sur ces sujets. Et évidemment, quand vous êtes dans une fédération, vous allez forcément, en tant que femme, dire il faut décliner un plan de féminisation. C'est ce que j'ai fait dans la Fédération française de cyclisme. Ça fait le deuxième plan de féminisation que je fais sur les 2 Olympiades, de façon à travailler sur tous les axes. On a encore beaucoup d'axes d'amélioration à voir. Il y a un DTN adjoint qui est là, il sait que je lui casse les pieds sur beaucoup de sujets à ce niveau-là. Mais on avance. Pour autant, c'est prendre sa place dans ces instances pour pouvoir prendre la parole et surtout insister, en tout cas, sur cette égalité qu'il faut absolument mettre en place. Alors, nationalement, je vous dis, là, on va voir le résultat. Les fédérations sont en élection. Alors, il y aura probablement quelques sièges vides dans certaines fédérations, mais qui devront être comblés, en tout cas au cours du mandat, parce qu'il faudra le combler, et c'est tant mieux. Et on entend les choses, je peux vous dire, fort désagréables, mais de toute façon, on va mettre des femmes qui ne seront jamais là, et tatata, et tatata. Pour autant, il faut aussi en même temps réfléchir à gouverner différemment. Donc, je vous dis, je suis au cœur du sujet actuellement, et je dis à mes collègues, c'est fini, faut essayer de faire au moins 4 réunions en visio pour une en présentiel, si on veut engager ces femmes-là. Il faudra aussi répartir les missions différemment. Alors c'est marrant parce que, je vais taire le nom, mais on est en train de définir dans le protocole du bureau exécutif la façon, dans l'ordre dans lequel on va mettre les personnes pour savoir si la dernière, probablement face à une équipe adverse, pourrait sauter ou pas. Voilà, c'est le terme. Je vous dis comment ça se passe. Et là, on me dit mais attends, est-ce que voilà, on y met une femme, et il faudrait mieux que ça soit elle, parce que si elle saute, voilà. Donc c'est très bien. Donc vous voyez un peu le jeu stratégique. Donc je rappelle la façon de faire. Je dis non. Moi, je préférerais que ça soit un homme. S'il y en a un dernier qui doit sauter, je préférerais que ça soit un homme. Donc voilà, on est là-dedans. Et à l'heure qu'il est, puisque nous, les candidatures sont closes sur une fédération comme la mienne, sur le conseil d'administration, on n'a pas atteint dans les candidates la parité. Donc on va être obligé de refaire des élections partielles en février pour, si vous voulez, combler cette parité. Donc c'est quand même triste. Moi, je suis la première triste parce que je suis une grande militante du sujet. Pour autant, moi, j'ai essayé de convaincre des athlètes de haut niveau féminin. J'ai essayé de convaincre des femmes entraîneurs, etc. Il y a encore beaucoup de travail, en tout cas, pour oser s'engager parce qu'elles ont peur du modèle qu'elles ont vu depuis des années, du fonctionnement depuis des années, et quand elles ont besoin qu'on fasse un peu nos preuves sur quelque chose de nouveau en termes de gouvernance, et je les comprends,
parce que quand vous habitez à 600 ou 700 km et qu'on vous dit qu'il faut venir une fois par mois en présentiel, ça ne fonctionnera pas. Il va falloir faire beaucoup plus de distanciel, etc. Donc on voit bien qu'on est vraiment encore dans à la fois l'enjeu pour le CNOSF, c'était bien d'accompagner à la prise de responsabilité, d'outiller les femmes, et je pense qu'on a réussi, je le dis vraiment. Maintenant, c'est accompagner cette transformation. Et je pense que ça ne passe pas uniquement sur le fait de soutenir ces femmes qui ont pris des postes, mais c'est aussi de faire des réunions avec la gente masculine sur la façon de se comporter dans des réunions, la façon de diriger, etc. Donc c'est un sujet que je suis en train de porter aussi au sein de ma fédé, de façon à essayer de transformer un peu je dirais, ce management, en tout cas, des postes. Et puis, moi, ce club des 300 femmes dirigeantes, je vous dis, il se décline en territoire. Le territoire rhône-alpin l'a mis en place. Et je vous dis qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe parce qu'on a fini la promotion samedi dernier, la deuxième promotion. Et sur le cross Auvergne-Rhône-Alpes, elles se sont déjà organisées en réseau. Et elles avaient positionné le dimanche matin une visio, je dis... Non, mais je dis à Marie-Christine Plat, je dis, mais il n'y aura personne demain matin, on venait de finir à Paris, tout le monde rentrait, etc. Je me suis connectée, elles étaient 13. Donc, comme quoi, il y a bien une envie qui s'est créée, il y a bien une dynamique qui s'est créée. Donc, maintenant, à nous de l'accompagner. Donc, ça, c'est sur les dirigeantes. Rapidement, sur la féminisation des métiers, c'est-à-dire les métiers techniques. Alors là, vous savez, on sort des Jeux. À Tokyo, il y avait 10% de femmes dans les encadrements techniques des fédérations pour Tokyo. Et aujourd'hui, on estime à 19,43% d'encadrement femmes sur les équipes techniques des fédérations. Donc, vous voyez encore du boulot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on veut être... je dirais une DTN femme ou une cadre technique ou un entraîneur femme, il faut aussi... Ce n'est pas la formation, parce que tout le monde réussit dans les formations, etc. Mais c'est encore une fois la façon dont on décline le métier aujourd'hui. Si on veut qu'une femme parte à l'autre bout du monde, coacher des équipes, rentrer et se retrouver à nouveau reprise tout de suite, etc. Si on ne fait pas attention à un équilibre de vie, dire non, elle est partie 3 semaines, elle reste 8 jours chez elle, ou elle ne coach pas le mercredi parce qu'elle a des enfants, etc. On n'y arrivera pas. Donc, en même temps, de former, c'est une chose, mais en même temps, il faut accompagner le changement, et c'est ce qu'on met en place au niveau du Comité national olympique et sportif. Voilà. J'invite Charlotte Schwartz de l'année STAPS justement à faire peut-être un petit focus sur justement comment on forme plus de femmes au métier du sport. Eh bien, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Pour remettre un petit peu dans le contexte, du coup, l'ANESTAPS, c'est l'organisation qui représente les jeunes dans le champ du sport et de l'animation. Donc vraiment, là, l'idée, c'est que je vous parle aussi des formations et de comment ça se passe au sein même de nos formations. Parce que on représente quand même les futurs professionnels qui vont s'insérer dans le monde du sport. Donc, très important quand même de pouvoir les former. Pour mettre du coup un petit point de contexte, dans la formation STAPS, donc qui forme la plupart des gens, en tout cas des jeunes qui vont s'insérer dans le monde du sport, on a actuellement 5 mentions différentes, donc 5 parcours. Du coup, dans les 5 parcours, on a management du sport, éducation et motricité, donc qui mène vers les métiers de l'EPS. On a APAS, donc activité physique adaptée et santé. On a ES, entraînement sportif, donc dans tous les métiers qui mènent vers l'encadrement et vers l'entraînement. Plutôt de haut niveau. Et ensuite, on a la filière ESPM. Donc ça, c'est une filière qui mène vers l'ingénierie ou en tout cas la conception de matériel sportif pour pouvoir du coup adapter. Déjà, en STAPS, il faut savoir qu'il n'y a que 30% de filles. Et quand, là, je vous décline les différentes mentions, c'est encore très fortement genré. C'est-à-dire que dans la filière APAS, qui est une filière qui représente un peu la santé, on retrouve une certaine parité, donc on arrive à 50-50. Et puis dès qu'on parle un peu plus de l'aspect scientifique ou d'entraînement ou de haut niveau, là on baisse tout de suite. Donc dans la filière entraînement sportif ou ESPM, on tombe à 20%. Donc c'est vrai qu'en fait on se rend compte que dès qu'on parle un petit peu de santé, là on va retrouver plus de femmes. Et puis dès qu'on va retrouver plus l'aspect technique, haut niveau, scientifique, et du coup on va retrouver plus d'hommes.
Donc ça, déjà, on est parti de ce constat-là, qu'il y avait réellement des choses à changer. Moi-même, étant étudiante en STAPS, j'ai actuellement une licence entraînement sportif, donc dans la filière où il y a le moins de garçons. Et là, du coup, je suis en master management du sport. Du coup, j'ai moi-même changé. Du coup, on s'est posé la question de est-ce que dans nos formations, on était formés à ces enjeux-là, et est-ce qu'en fait, les futurs professionnels qui arrivaient sur le monde du travail étaient formés à pouvoir promouvoir la mixité, l'égalité dans leur futur, en final, champ d'action. Et on s'est rendu compte que pas tant que ça, et même pas du tout, et qu'en fait, il y avait énormément de choses à faire sur le sujet. Il faut savoir que c'est très dépendant des universités. Chaque université décide de mettre en place un peu à son bon vouloir, des modules sur l'égalité ou pas. À l'heure actuelle, c'est très peu. Il faut savoir qu'il y a surtout l'Université de Lyon qui est spécialisée là-dessus, parce qu'il y a un master qui est dédié à ça, un master qui est lié, du coup, qui lie la sociologie et le sport, et du coup, qui est le master EGALAPS, donc l'égalité de genre dans la pratique sportive. Et du coup, le but, ça va être, quand on a réfléchi à ça, on s'est dit, mais est-ce qu'on a envie d'avoir un seul module spécifique, où du coup, on va retrouver ça pour former du coup, tous les STAPS, ou est-ce qu'on a envie d'aller dans vraiment le détail et de pouvoir adapter selon les mentions? Parce que pour nous, c'est super important. On parlait d'EPS juste avant ou d'entraînement. Comment est-ce que, selon la filière, on va pouvoir adapter du coup, les formations? Parce qu'on ne va pas donner les mêmes outils à un professeur d'EPS ou à un futur professeur d'EPS ou à un futur entraîneur ou à quelqu'un qui va travailler dans le management, dans l'événementiel sportif ou dans la communication. Du coup, pour ça, on a construit une contribution sur le sujet. Donc, notre contribution, vous pouvez la retrouver sur le site internet de la NESTAPS. Et du coup, l'idée, c'était de pouvoir détailler, selon les mentions, comment est-ce qu'on pouvait à chaque fois inclure de manière très transversale ces différents enjeux. Donc, par exemple, en EPS, comment est-ce qu'on va pouvoir gérer dans la cour de récréation? Comment est-ce qu'on va pouvoir favoriser aussi les sports mixtes? Comment est-ce qu'on va pouvoir, même au sein des cours d'EPS, sensibiliser sur cette thématique-là? Et quand on est entraîneur, comment est-ce qu'on peut prendre, juste typiquement, comment est-ce qu'on peut prendre en charge une femme? Parce qu'à l'heure actuelle, quand on voit dans nos cours des exemples, ce n'est que sur des corps d'hommes. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on ne prend des corps de femmes. Et en fait, à aucun moment, on ne se sent représenté nous-mêmes. Donc je pense que ça vient aussi de là, de la représentation qu'on a dans cette filière-là. Donc voilà pour ça. Du coup, on a un gros enjeu là-dessus. Donc c'est pour ça qu'on travaille actuellement avec du coup notre conférence des doyens et directeurs en STAPS, où là on va mettre différents groupes en place. Et l'idée c'est que là on va traiter plusieurs discriminations. Donc on a l'égalité de genre, on a le handicap, on a le racisme. Et du coup l'idée c'est de pouvoir réunir étudiants pour avoir aussi leur ressenti, parce que c'est important d'avoir aussi leur vision de ce que eux aimeraient et ce dont eux ont besoin aussi, de pouvoir aussi regrouper les professeurs ou en tout cas tous ceux en fait qui composent les universités, et de rassembler tout le monde et de se dire à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut former les enseignants? Comment est-ce qu'on peut intégrer ça de manière transversale? Comment est-ce qu'on peut faire tout ça? Donc ça, c'est tout l'enjeu. Donc on va débuter ce travail-là. On a lancé les candidatures très récemment. Donc là, on attend que les groupes se remplissent pour pouvoir mettre ça vraiment en janvier prochain et espérer refaire un gros point en avril prochain en se disant, là, on a avancé, on a des outils, maintenant, il faut juste s'en servir, et comment est-ce qu'on peut mettre directement ça en place dans nos composantes. Et le but, c'est aussi de s'entourer du coup d'associations qui sont expertes, donc comme l'association Alice Milia qui est intervenue juste avant, pour avoir à chaque fois aussi leur expertise, parce que on se rend compte qu'on n'est pas aussi expert de tout et que c'est hyper important de pouvoir s'entourer. Et le programme aussi du coup du club des 300 femmes dirigeantes est aussi un exemple, parce que c'est une très bonne initiative, mais du coup nous on aimerait aussi pouvoir l'impulser dès avant et dès la formation du coup des futurs, pour en fait directement leur donner envie de pouvoir, d'avoir envie d'oser en tant que femme et d'aller directement en fait à la tête de comité, à la tête de ligue, à la tête de club, et en fait de leur donner envie dès leur insertion professionnelle. Du coup, voilà là-dessus. Et on a un autre enjeu aussi, c'est l'orientation, parce que en fait, on voit que ça vient d'avant. C'est-à-dire que si on n'a que 30% de femmes en STAPS, c'est que en fait, les jeunes filles, elles sont mal orientées à l'heure actuelle. Du coup, nous, on a tout un enjeu où on travaille avec nos associations, parce que du coup, l'ANESTAPS fédère une 60aine d'associations STAPS sur les territoires, qui eux-mêmes font de l'orientation auprès des lycées, vont dans les salons d'orientation, ou en tout cas jouent un rôle majeur dans l'orientation. Donc c'est comment est-ce que, quand eux vont présenter cette filière, vont pouvoir mettre en avant et donner en fait envie aux jeunes filles de pouvoir aller dans cette filière. Donc ça va déjà quand on va présenter dans des classes ou dans des lycées ou sur des salons, on y va un garçon et une fille et pas que des garçons, on dit que au final ces métiers-là, ce n'est pas que pour des garçons, c'est aussi pour des filles, et en fait donner des exemples aussi d'entraîneurs, d'entraîneuses, pouvoir vraiment donner des exemples concrets et montrer qu'en fait c'est possible et qu'il y a une possibilité derrière.
Du coup, voilà pour ça. Du coup, on travaille aussi là-dessus. On va travailler aussi avec tous les conseillers d'orientation. Enfin, on essaye au maximum de pouvoir avoir une visibilité globale et de pouvoir dire, bon, bah là, il y a un souci d'orientation, donc gros enjeu. Et ensuite, je ne sais plus où est-ce que je voulais aller. Oui, voilà. Du coup, c'est pour vraiment travailler sur cette transversalité-là de la formation. Et voilà. Et nous, on forme aussi toutes nos associations STAPS pour qu'en fait, elles puissent aussi elles-mêmes monter des projets sur leur territoire, sensibiliser leurs étudiants et étudiantes, et qu'en fait, on crée un cercle vertueux où on retrouve plus de femmes dans la filière STAPS. Donc forcément, on en retrouvera aussi plus dans le monde sportif, et on atteindra une certaine parité, ou en tout cas une certaine mixité. Et ça, c'est quelque chose qu'on prône en tout cas tous les jours, et on essaye de faire au maximum pour faire évoluer les choses. Merci beaucoup, Charlotte. Et rien ne vaut que des exemples. Comme tu l'as dit, l'idée de transmettre des exemples de femmes entraîneurs. Alors, je ne sais pas si on dit ce que vous pensez, si on dit entraîneur ou entraîneuse, je ne sais pas. Enfin, on va dire de femmes entraîneurs. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir échanger à ce sujet-là. Je te laisse avancer. Qui a le petit... Voilà. Avec Lauriane Dolt, qui a voulu témoigner sur cette conférence, mais qui n'était pas disponible parce qu'on l'a dit quand même, malgré tout, quand on est entraîneur à haut niveau, c'est quand même des contraintes en termes d'horaire, en termes de disponibilité. Donc j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec elle malgré tout aujourd'hui. Lauriane Dolt, elle est coach du club de basket du Havre qui évolue en National 3 masculine. Donc c'est la coach d'une équipe masculine. Elle est également récemment membre du syndicat national des coachs professionnels auprès de quelqu'un comme Claude Onesta par exemple. Et puis elle est aussi encore plus récemment, elle fait partie du bureau de la Ligue nationale de basket. Donc tout d'abord, je lui ai juste demandé qu'elle nous retrace un petit peu son parcours et qu'est-ce qui l'a amené à être entraîneur professionnel d'une équipe masculine. Bonjour à tous. Alors, c'est vrai que j'ai grandi à côté d'une figure paternelle qui était très très football. Il était entraîneur de nombreuses années. J'ai été avec lui sur quasiment beaucoup d'entraînements, sur tous ses matchs. J'ai aussi voulu toujours avoir un lien en fait pour mon métier futur avec l'enseignement et le sport. Je savais pas trop quoi. Et c'est un peu à l'âge de 16 ans que j'ai littéralement eu un coup de cœur pour l'entraînement au niveau du basket. J'ai toujours voulu faire du basket, mais ça a mis un peu de temps que je puisse fouler ce parquet-là. Et en fait, à 16 ans, il y a le conseiller technique sportif de l'époque qui me propose de l'assister sur les sélections régionales, une fois que moi j'avais fini mon cursus. Et j'ai tout de suite aimé ce côté-là, l'enseignement, le partage, surtout l'aventure humaine. Et donc je me suis vraiment donné les moyens de pouvoir réussir. J'ai été embauchée par la SIG Association pour être à l'époque c'est ce qu'on appelait être en emploi jeune, donc entraîneur de toutes les catégories du club, pouvoir développer aussi toute la partie entraînement du club avec toute sur une casquette multiple des U3, donc des baby basket, à être assistante en National 3. Donc j'ai goûté à tous les niveaux, les filles comme les garçons, et en fait c'est quand le club me demande d'organiser, de monter une équipe U15 championnat de France masculin, que je me dédie vraiment à entraîner que les garçons. J'entraîne les sélections départementales, les sélections régionales, donc les U15 France. Ensuite, je rentre au centre de formation en 2009, après avoir assisté pendant 1 an. Et en fait, de là, je goûte vraiment au haut niveau. Je suis au tout début aux côtés de Frédéric Sarr, où c'est lui le premier qui me donne cette opportunité d'être de passer mon premier match sur un rang professionnel. Et après, j'ai travaillé de nombreuses années avec Vincent Collet. Et c'est vraiment lui qui m'a forgé en tant qu'entraîneur, qui m'a donné ce sens tactique. Pour la première question, donc on le voit au final, il faut se trouver au bon endroit,
au bon moment et avoir des personnes qui sont prêtes à nous accompagner. Et on l'a vu tout à l'heure, ça a été évoqué à plusieurs reprises, notamment en parlant du double mix de badminton. Les capacités physiques des hommes et des femmes sont différentes. Et malgré tout, il faut s'adapter. Je reviens, Charlotte, sur le fait de dire que les mannequins ne sont que des hommes dans les filières de STAPS, d'enseignement STAPS, c'est quand même assez outrant. donc voilà, je lui ai demandé aussi si elle avait rencontré, quelle approche elle avait, si elle avait une approche différente entre le coaching masculin et le coaching féminin, puisque on l'a vu dans sa carrière, elle a coaché à la fois des équipes féminines jeunes et des masculins maintenant. Alors concernant la différence entre coacher une équipe masculine et coacher une équipe féminine, je me base plutôt sur mon vécu personnel, sur les échanges que j'ai pu avoir avec des entraîneurs qui ont pu avoir cette double casquette, une fois avec les filles, une fois avec les garçons. C'est vrai que la première chose qui me vient à l'idée, c'est le management psychologique qui est pas du tout la même chose. Driver une équipe de filles, driver une équipe de garçons, c'est clairement pas les mêmes approches. J'ai été joueuse aussi, donc c'est vrai que les discours doivent être un petit peu plus adaptés quand même. On n'a pas, avec des filles, on va pas pouvoir parler de la même manière qu'avec des garçons. Avec les garçons, on va chercher un petit peu l'orgueil. Après, il y a l'aspect aussi physique où chez les garçons, ça va plus vite, ça va plus haut, c'est plus fort, c'est plus physique. Même si on arrive maintenant de plus en plus à tendre vers ce basket-là chez les filles, on demande de jouer avec beaucoup plus de vitesse, beaucoup plus d'agressivité. Ne serait-ce que le jeu aérien, ça peut pas être la même chose. Donc dans l'approche tactique, il y a aussi un ajustement à avoir. Mais le cœur de notre métier, l'entraînement, pour moi c'est une histoire de être soi-même. Se connaître soi-même en tant qu'entraîneur, quelles sont ses exigences, quel est le basket qu'on veut appliquer, et à partir du moment où on est en adéquation avec ce qu'on veut et qui on est, on va pouvoir travailler dans la bonne humeur, de la rigueur et de la bienveillance. Moi, c'est vraiment ce que j'essaye de mettre en place, et si je dois entraîner des filles, c'est exactement la même chose que je mettrai en place. À côté de ça, en dehors et même sur le terrain, il y a vraiment cette proximité du joueur pour qu'on puisse travailler en fait ensemble, et peu importe dans quelles circonstances, parce que souvent en fait aussi ce qu'il y a, c'est que quand on gagne, c'est beau, mais c'est quand on perd que on voit aussi les vrais caractères des uns et des autres, et c'est dans ces moments-là qu'il faut réussir à redresser la barre et à embarquer de nouveau tout le monde avec soi. Donc elle a une vision un peu positive malgré tout de son coaching féminin, mais je lui ai demandé quand même si elle avait rencontré des freins, surtout en coachant une équipe masculine. Et voilà sa réponse. Je n'ai pas réellement eu de frein, parce que sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Et de toute façon, moi je me suis toujours dit que tant qu'avec les joueurs cela se passe bien, je continuerai d'évoluer et d'exercer ma passion. L'entraînement de haut niveau, c'est beaucoup de sacrifices, c'est une exigence sans fin, et puis c'est beaucoup de travail. Maintenant, il est sûr que quand on part en déplacement, on est confronté à des dires dans le public qui sont entraîneurs féminins, entraîneurs masculins, qui peuvent être les mêmes. C'est juste le vocabulaire qui est légèrement adapté. Mais les joueurs, pour moi, c'est l'essentiel. Avec eux, ça se passe bien, et c'est pour moi mon moteur. Les dirigeants, c'est pas toujours évident. Est-ce que à l'étage supérieur, ils seront prêts à embaucher une femme? C'est une question que je me pose. J'ai pas eu de retour clairement négatif, mais comme je n'ai pas eu de retour clairement positif, en se disant non, que vous soyez un entraîneur compétent, c'est la seule chose qui m'importe. Non, on ne me l'a clairement jamais dit, donc ça c'est encore un petit peu un doute.
Par contre, une chose est sûre, c'est que moi, je retiens surtout le positif et que dans beaucoup de salles, je reçois beaucoup de témoignages, notamment de femmes, de petites filles et même des fois des hommes qui viennent et qui sont admiratifs de ce que je peux faire, de qui je peux être au bord du terrain et qui m'encouragent fortement. Et moi, c'est ça que je retiens. Quand elle évoque les tâches supérieures, c'est qu'effectivement, avec les remarquables résultats qu'elle a eus en N3 masculine, elle s'est un petit peu mise sur le marché de la N2 et elle n'a eu aucun retour, aucun contact, ni quoi que ce soit. Donc voilà, c'est les explications de ces... Voilà. Et la dernière question, malgré tout, que j'ai voulu lui poser, puisqu'elle s'est engagée justement pour défendre les femmes entraîneurs à la fois au sein du syndicat national des coachs professionnels et de la NNB. Donc je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle souhaitait défendre comme position et comme action. Et voilà les derniers commentaires. Alors pour moi, il y a 2 points essentiels aux entraîneurs. Il y a cette histoire de quotas. J'ai bien conscience qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de passer par les quotas pour pouvoir faire entendre les voix au féminin, de pouvoir ouvrir des portes à des femmes dans des directoires, au sein des staffs fédéraux, dans plein d'endroits. J'ai bien conscience qu'on soit obligé de passer par les quotas. Mais très vite, il faut arrêter de parler de quotas. Et peut-être qu'on peut essayer d'avoir un discours un petit peu différent, même si, in fine, il y a le quota un petit peu qui en ressort, mais peut-être de pouvoir parler de profil type et de profil au féminin. Je pense que ça serait déjà beaucoup plus valorisant pour les femmes. Et la deuxième chose, c'est plutôt une part de mixité. Je suis là pour les entraîneurs et pas pour les entraîneurs femmes. Ça, c'est très important pour moi parce que j'ai cette chance et non d'être la seule femme donc au niveau où je suis. Donc souvent on a un petit peu tendance à dire que qu'est-ce que vous voulez avoir comme message auprès des femmes. Non, pas auprès des femmes, auprès des entraîneurs, parce que pour moi les entraîneurs masculins sont à considérer comme les entraîneurs au féminin, et j'aimerais bien qu'on parle de compétences et qu'on arrête de justement définir qu'est-ce que vous, en tant qu'entraîneur femme, vous pouvez apporter de plus qu'un entraîneur masculin. Je suis pas d'accord avec cette question, parce que pour moi, c'est une question de caractère. Qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, on peut être un bon entraîneur, on peut être un mauvais entraîneur. C'est une question de soi, qui on est, comment on veut faire jouer notre équipe, comment on manage pour arriver au meilleur résultat possible. Et ça, c'est pas une histoire de sexe, ça c'est une histoire de compétences. Donc pour moi, ça c'est quelque chose qui est très important aussi, c'est la mixité dans les entraîneurs. Et donc de faire valoir en fait le statut d'entraîneur, pas masculin, pas féminin, mais mixte. Voilà le témoignage de Lauriane Dolt qui peut un petit peu tous nous inspirer. Merci en tout cas à tous, aux intervenants et à vous d'avoir assisté à cette conférence. Et voilà, c'est la fin du Forum de Sport et Territoire, mais on souhaite vous mobiliser encore un petit peu toute l'année. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet, et on se dit rendez-vous à l'année prochaine.